Chers amis, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour notre rendez-vous habituel Culture, l'autre regard. L'homme, depuis la nuit des temps, a porté le souci de se perfectionner. Cette exigence éthique, morale et philosophique a été prise en charge, si l'on peut dire, justement par les philosophies, les religions et ce qu'il est commun d'appeler les sagesses populaires. De nos jours, il semblerait que cette prise en charge soit effectuée par ce que l'on a coutume d'appeler, par ce que l'on appelle tout simplement le développement personnel. Terme, il faut en convenir, un petit peu fourre-tout comme nous allons le découvrir tout au long de notre émission. Thème qui sera en question tout au long de notre émission et où il s'agira de dégager dans les grandes lignes, est-ce qu'il s'agit de la même tradition de perfectionnement de soi ou d'un simple supplément d'âme offert à des individus en mal d'insertion dans un monde qui leur échappe? S'agit-il réellement d'un développement personnel ou d'un ersatz de philosophie offert en masse et en série? Tout cela et bien plus encore va être développé par mon invité de ce soir. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Monsieur Bachir Amghran. Monsieur Amghran, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est avec plaisir. Tout le plaisir est pour nous, Monsieur Amghran. Alors, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Je rappelle car j'ai déjà eu le plaisir de vous recevoir pour un de vos ouvrages qui s'intitule Omar Aktouf, un homme libre, inquiet du monde. Vous êtes essayiste, auteur de nombreux ouvrages, notamment d'un essai entretien avec Alain Maignan. Et cette année, tout récemment, en 2022, vous commettez une double hérésie. D'abord, celle de remettre en question le dogme séculaire du développement personnel à travers un ouvrage qui s'intitule « En attendant d'être, s'épanouir à l'abri des idéologies du développement personnel », édité aux éditions Chapitre. Et je dis double hérésie parce que elle provient justement d'un ex-coach certifié et formateur, certifié en tant que formateur. En tant que formateur et en tant que coach. Hein. Voilà. Mais repenti. Voilà. Donc vous ne m'y trouverez plus jamais. Donc oui, c'était une expérience assez enrichissante, très décevante au départ, parce que j'ai tout de suite compris, dès qu'on avait commencé la formation, j'ai commencé à me poser des questions. Et comme je le dis dans l'introduction, j'ai décidé d'acheter des livres pour enrichir un peu ma connaissance du sujet, parce que malheureusement, quand je suis déçu par une formation, et c'est souvent le cas chez nous, on est souvent obligé de compléter, par un effort, etc. Et c'est pas parce qu'on a été stimulé par la formation, mais parce qu'on estime que la formation a été tout simplement insuffisante et très, lacunaire. Alors donc voilà, j'ai acheté des livres de développement personnel, des livres de coaching et aussi quelques livres de critique. Parce que je me suis dit, je vais lire cette critique, parce que la meilleure manière de comprendre un sujet, c'est de lire, c'est de savoir ce qu'on dit de lui, et pour avoir une vision globale chercher un autre regard. Oui. Chercher un autre regard. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis j'étais très surpris de ne pas trouver à redire à ces critiques-là. Et ça a duré à peu près 8 mois. J'ai acheté d'autres livres et j'en suis arrivé à écrire un livre critique sur le développement personnel. Certes, et cette abondante documentation, nous la retrouvons d'ailleurs tout au long de votre ouvrage, puisque vous appuyez vos propos sur cette documentation que vous avez potassée. Et donc, vous arrivez à la conclusion, évidemment que nous allons restituer dans son développement, oui, que le dit développement personnel, d'abord, repose en tant qu'idéologie sur une vision individualiste, et là je vous cite, et c'est frappant, hein, c'est magnifiquement formulé, qui favorise un travail psychologique sur la personne au lieu d'une action politique sur le monde. C'est exact. Et donc, on est face aux problèmes que l'on rencontre dans notre environnement, dans notre insertion sociale, professionnelle, morale, etc. Il ne s'agit plus de changer ce qui pose problème, mais d'opérer un repli sur soi. Et vous dites, c'est là que, 1, nous sommes dans le solipsisme, et je vous laisse expliquer de ce dont il s'agit, et que 2, chacun est invité à devenir une monade. Donc vous commencez par
examiner le fondement philosophique, mais qui est non dit. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'ouvrage, c'est que vous révélez le non dit du développement, le non développé du développement personnel. Alors, je sais pas par qu'est-ce que le solipsisme, et ensuite on verra pour la monade. Alors, d'abord, écoutez, cette vision du politique et de l'individuel, oui. C'est tout simplement, on est avec Bourdieu lorsqu'il explique que lorsqu'on n'arrive pas à changer le monde, lorsqu'on n'arrive pas à changer les conditions de vie pour des citoyens, eh ben, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'agir sur leur perception de leur vie. Et donc voilà. Ils vivent âprement des situations désastreuses tous les jours, dans les transports, à l'école, à l'hôpital, un peu partout. Et on vient leur raconter que vous êtes capable de devenir tout ce que vous voudrez. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dénigrer et d'invalider leur perception de leur propre monde. Parce que cette perception-là, on devrait au contraire aller la chercher chez eux. On devrait aller dans les quartiers, on devrait aller voir les étudiants, les employés, les mères de famille, les femmes divorcées, etc., pour capter le malheur du monde, afin d'essayer de trouver des solutions. D'y remédier. Donc, au lieu de ça, on va jouer sur les perceptions. Et donc, le développement personnel, comment il agit? Donc, d'abord, il touche des personnes fragilisées. Certes. Tout le monde, à un moment de sa vie, va se trouver dans une situation, une situation de crise, une situation difficile. Donc à ce moment-là, le développement personnel est là pour donner d'abord pour requalifier cette situation de crise. Absolument. Pour l'appeler épreuve, pour l'appeler un obstacle à surmonter, pour l'appeler une opportunité de faire autrement. Exactement, une opportunité d'apprentissage, une opportunité d'expérience, etc., etc. Donc on va requalifier cette situation et puis on va faire un matraquage d'affirmations positives, entre guillemets, en insistant sur cette extraordinaire créature qu'on appelle l'être humain. Donc on va dire l'être humain a des capacités limitées, il a 20 milliards de neurones, il a la capacité de faire ceci et de faire cela. Et à l'appui, on va raconter des petites histoires, le storytelling. Oui, on va y arriver. Voilà, Steve Jobs a fait ceci, Zuckerberg a fait cela, Bill Gates a fait ceci, etc., etc. Et pour dire quoi? Pour dire à celui qui écoute que tout comme lui, il a réussi à faire, alors qu'il était plus en difficulté que toi, il était dans une situation plus désastreuse que la tienne. Soi-disant. Donc toi, voilà exactement. Donc toi, qu'est-ce qui te prend de te plaindre? Il faut donc t'armer et il faut prendre de la graine, comme on dit, de ce personnage. Stop making excuses. Exactement. Il faut essayer de devenir comme lui. Donc voilà un peu le processus. Et une fois qu'on a insisté, on a tellement insisté sur les capacités de l'être humain, que tout l'individu qui est matraqué comme ça avec ce message-là va avoir l'impression que tout est possible pour lui. Oui, on le prend, on lui baille le fait qu'il est un démiurge carrément. Exactement. Et donc, puisque tout est permis, donc pourquoi s'en priver? Surtout quand il y a des choses comme la pensée positive, comme la loi de l'attraction. Oui. Et quand ça ne réussit pas, parce que ça dure jamais longtemps ces histoires-là, quand ça ne réussit pas, eh ben dans quelques semaines, dans quelques mois, quelques années, on va lui dire: écoute, si tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'as pas su appliquer et tu n'as pas assez intégré la philosophie de la réussite. Et tu n'y as pas assez cru. Exactement. Et donc on est dans une évaluation de la foi, absolument. Absolument. Et vous avez parlé justement de manipulation de la perception, qui se fait notamment à travers, vous le mentionnez dans votre ouvrage et vous l'avez vous-même expérimenté, par un conditionnement pavlovien. Parmi les exercices que vous-même avez expérimentés durant votre formation, on vous a proposé, j'en souris encore, de réciter 21 fois, pourquoi 21, je ne sais pas, vous ne mentionnez pas, peut-être que vous pourrez nous le dire maintenant, oui. Réciter 21 fois, pendant 21 jours, tel ou tel mantra que vous allez choisir, pour vous autoconditionner à cette démiurgie tout à fait potentielle que nous avons chacun de nous. Alors 21 jours, c'est parce que, bon, il paraît-il, il y a certaines études qui prouvent que quand vous avez fait quelque chose pendant 21 jours, plus ou moins, ça peut devenir une habitude. D'accord. Mais pourquoi 21 fois 21 jours? Personne ne le saura.
peut-être que c'est le gourou qui Voilà, c'est peut-être arbitraire. Ou... Voilà, je ne sais pas. Ou une expérience vécue. En tout cas, ça n'a pas marché. Et lorsque je vais voir vous n'y avez pas assez cru. Exactement. Voilà. Et lorsque je vais voir le coach pour lui dire voilà, il me dit que justement je n'y ai pas assez cru et qu'il fallait revoir l'objectif, etc. et refaire l'exercice. Oui, on est face à une version sécularisée des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, entre autres références qu'on peut trouver justement dans la littérature dite religieuse. Et vous citez cette très belle phrase de Pascal Lardelier, qui dit qui paraphrase Henri Bergson, lorsqu'il définit le rire comme le mécanique plaqué sur le vivant. Et Lardelier dit le développement personnel, c'est du mécanique plaqué sur du souffrant. Exactement. C'est même une citation qu'il a prise ailleurs. J'ai oublié de qui il l'avait prise, mais en tout cas, c'est vraiment la caractéristique du développement personnel, de la PNL et de toutes ces pseudosciences. Parce que c'est ce que craignait justement Heidegger lorsqu'il craignait que la technique envahisse l'esprit. Donc il n'avait rien contre la technologie, mais il craignait justement que la pensée devienne instrumentale, à deux niveaux. Instrumentale, c'est-à-dire une pensée totalement procédurale. On va passer d'un point A à un point B. Donc si tu as un problème, tu as une phobie, très bien, on va faire un exercice qui s'appelle le switch, par exemple. Si je peux aller rapidement. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on va mettre 2 écrans, tu vas imaginer 2 écrans, on va pas les mettre. Oui. Tu vas revivre la situation qui te fait mal. Et tu vas la vivre avec tous les détails et tu vas la regarder sur un écran comme celui-ci. Imaginaire bien sûr et tout en fermant les yeux. D'accord, j'y suis. En respirant. J'y suis, ok. Très bien. Et dans la deuxième écran, tu vas imaginer que ça s'est passé autrement. On va commencer à changer les odeurs, les couleurs, les gens sont plus souriants, etc. Donc on va changer le scénario. Et une fois que tu as fait ça, donc tu fermes les yeux et tu fais ça, et tu fais swish. Et tu mets une vidéo va en remplacer d'autres, et tu peux y aller, ton problème a été réglé. Donc ça c'est dans la PNL. Oui. Ce n'est ni exagéré, ni dégradé dans ma manière de raconter. Oui, vous ne caricaturez pas du tout. Oui. Voilà, je ne suis pas en train de caricaturer, c'est exactement un exercice que nous avions fait en cours, je veux dire en formation, et bien sûr on n'y croyait pas, on était en train de rigoler entre nous, etc. Donc voilà. et donc ça rejoint, parce que votre ouvrage se conclut sur une série d'entretiens avec différents intervenants, parmi lesquels Roland Gori, qui dit que le développement personnel propose une vision de l'humain comme un sujet auto-entrepreneur. Et donc il va s'auto-réifier, il va lui-même se considérer comme un objet qu'il va manipuler et reprogrammer à sa guise. Et vous parlez aussi, on a discuté hors antenne, d'autres exercices comme celle d'installer, comme si on était un ordinateur, et donc on peut installer de nouvelles... Un trait de caractère. D'accord, donc... Voilà, donc s'il y a un trait de caractère qui vous manque, si vous manquez de courage par exemple, ou d'humour, allez savoir, hein. Donc vous avez la possibilité... Vous avez la possibilité d'installer un trait de caractère dans un exercice qui ne dure pas plus de 45 minutes. En imaginant justement, encore une fois, c'est une visualisation dans laquelle vous allez imaginer que vous étiez enfant et vous imaginez par exemple un parent. Ensuite, vous allez vous poser la question, quelles sont les caractéristiques qu'aurait dû avoir le parent pour que vous ayez plus d'humour, par exemple. D'accord. Et ensuite, vous allez imaginer cette caractéristique en œuvre. Le parent, excusez-moi, je vous en prie. Le parent donc va agir avec vous d'une certaine façon. Vous allez vivre et à un certain moment, on vous demande d'arrêter la vidéo, de revenir au début, rebobiner, etc. et de la revivre une deuxième, une troisième fois. Ensuite, vous ramenez en renfort une deuxième personne qui va vous encourager dans le même sens. Et bravo, vous venez d'installer un trait de caractère. À la limite, on va vous dire qu'il faut répéter l'exercice 2 ou 3 reprises, mais c'est tout ce qu'on vous offre avec l'illusion d'installer un caractère.
Donc, je pense qu'à travers l'histoire, aucune philosophie, n'a osé un tel raccourci. Un tel raccourci. Oui, cet autoconditionnement. D'autant plus que lorsque j'installe un caractère, un trait de personnalité, je vais certainement en désinstaller un autre. Et donc, est-ce qu'on ne se pose pas la question, est-ce que l'autre caractère, l'autre trait de personnalité n'est pas important? Si je suis quelqu'un de sérieux, eh ben, qu'il en soit ainsi. Oui, je suis quelqu'un de sérieux. Réservé. Ou de réservé. Si je suis, entre guillemets, introverti. Comment faire pour installer l'exubérance? Exactement. Comment se transformer en un extraverti et pourquoi est-ce que je ne garderai pas, justement, ma caractéristique, celle d'être introverti? Qui a dit que l'extraverti était meilleur que l'introverti? Dans le marketing, peut-être, c'est pas une bonne chose que d'être introverti. Oh non. Puisqu'on va bientôt déboucher sur la question, le rapport développement personnel et entreprise. Mais avant cela, on voit dans votre ouvrage et même dans les différents entretiens que vous faites avec les intervenants que c'est un travail colossal d'essayer de cerner le champ d'application du développement personnel, d'essayer de cerner ces techniques et d'essayer de cerner, ce qu'on va cerner à la fin, c'est l'absence de fondement épistémologique, on va y arriver. Mais juste à titre d'exemple, et on va enchaîner, oui. On a l'impression que la panoplie des recettes est interminable. Vous citez en début d'ouvrage, dans votre introduction, et il faut le lire pour le croire. Après avoir vendu, ça c'est Louis Vitry, un coach personnel, on va arriver au coaching. Après avoir vendu plus de 30 000 formations en développement personnel, je peux affirmer, sans aucune hésitation, que la respiration est ce qui différencie les plus forts des plus faibles. La respiration. Oui, exactement. Alors, dans cette situation, je pense qu'on peut voir déjà cette hiérarchisation des plus forts et des plus faibles. Alors oui, justement. Mais je me demande, est-ce que le développement personnel n'est pas censé justement aider les plus faibles? Y a-t-il une science humaine qui devrait exister sans l'arrière-plan de s'intéresser aux plus faibles et aux ordres sociaux? Oui, de soulager la souffrance. Oui. Et en même temps, regardez le procédé et l'argumentation. On va partir, puisque j'ai formé plus de 3000 personnes, oui. Donc je peux dire avec certitude et je peux affirmer avec certitude. C'est pas de la méthodologie, ça. C'est pas parce qu'on a formé qu'on peut dire. Et c'est la même chose que j'ai pu entendre chez un coach en Algérie, en disant que je ramène une personne qui est complètement timide. Je sais pas s'il sait vraiment ce que veut dire le mot timide d'ailleurs. Donc je ramène une personne, elle est timide, elle ne pouvait pas parler. Après la formation, personne ne pouvait l'en arrêter. Je veux dire, personne ne pouvait l'arrêter de parler. Oui. Donc il croit, il a l'illusion en tout cas que juste après 3 jours de formation, il est arrivé à transformer une personne. Et étant donné que je suis spécialisé dans l'ingénierie de la formation, nous savons très bien, les formateurs le savent très bien, qu'il faut beaucoup plus se poser des questions plusieurs mois après la formation que pendant la formation, parce que les gens arrivent en formation et ils s'adaptent à un environnement en général bienveillant qu'on a créé pour eux, un environnement pédagogique, donc ils sont censés se lâcher un peu. Mais rien ne nous dit, absolument rien ne nous dit que la semaine d'après ou les 20 jours d'après, ils vont continuer à avoir ce comportement-là. Absolument. Et vous venez de mentionner le darwinisme social le plus féroce sur lequel repose le développement personnel, puisque il s'adresse certes à du souffrant, et puis on va lui proposer de quitter entre guillemets le camp des losers, des perdants, pour rejoindre celui des winners. Et les winners, on leur apprend que non seulement ils peuvent s'autoprogrammer, mais ils peuvent aussi décoder les autres comme des machines, voilà, comme un livre ouvert, et même les réencoder, c'est-à-dire les manipuler à leur guise, ce qui nous amène entre autres à la PNL et à la synergologie que vous classez dans ce qu'on appelle les pseudosciences. Alors donc on revient encore une fois à Heidegger, et heureusement parce que j'avais oublié de parler du deuxième point. Donc le deuxième point que redoutait Heidegger, c'était justement d'avoir ce rapport avec le monde qui est instrumental et qui va un jour arriver jusqu'à l'être humain. Certes. Parce que une fois que j'aborde un être humain avec la technique,
une fois que je commence à décoder votre langage non verbal, par exemple, avec la pseudo-science du langage non verbal, je vous perds totalement. Je ne suis plus en train de vous écouter. Pourquoi? Parce que le principe, et disons le mantra de l'interprétation des gestes, c'est que le corps dit tout haut ce que l'esprit pense tout bas. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que déjà, je pars du principe que vous êtes en train de me mentir. Certes. Sinon, pourquoi essayer de décoder ce que vous êtes en train de me dire à travers votre corps? Il me suffirait de vous écouter, n'est-ce pas? Je préfère vous écouter. Et l'écoute est vraiment le premier respect qu'on doit à autrui lorsqu'on est en communication. Et l'écoute est le fondement, le véritable fondement de la communication. Et l'écoute, c'est perdre un peu de soi pour gagner un peu de l'autre. L'écoute, c'est essayer de comprendre le monde dans la langue, dans la conceptualisation, parce que nous sommes des êtres de concept. Chacun conceptualise à sa manière. Absolument. Donc même si j'ai affaire à un ouvrier, je vais essayer de comprendre le monde à travers ses mots, ses théories personnelles et le lexique qu'il utilise ou qu'il invente. Oui, vous posez un petit peu cette interrogation, finalement, lorsqu'on parle de langage corporel. Est-ce qu'il est il existe bel et bien, évidemment, mais est-ce qu'il est un allié de la parole, ou l'agent double que suppose la synergologie et la PNL, qui va venir révéler le non-dit d'un interlocuteur, c'est-à-dire fondamentalement tortueux, et qu'on va postuler comme fondamentalement trompeur? C'est vrai. D'ailleurs, Pascal Lardelier nous rapporte que, parce que c'est lui le spécialiste de la chose, ou l'un des plus grands spécialistes de la chose en tout cas, donc il nous indique que, en fait, les sciences de la communication, les vraies sciences, pas la PNL, les analyses transactionnelles, etc., et tout ce qu'on nous sert comme solution au développement personnel. Donc Pascal Lardelier nous dit que ce domaine d'abord a été ratissé par des générations de chercheurs. Et personne n'est arrivé à un décodage à travers un dictionnaire comme ça direct. Si tu fais, par exemple, vous, Jawad Rostom, Touati, si vous êtes en train de faire ça, ça veut dire que vous êtes en train de regrouper votre force afin de me répondre, par exemple. Voilà. C'est pas du tout ça, non? J'imagine. Oui. Mais en tout cas, c'est ça. Chaque geste est interprété. Alors que les sciences de la gestualité, justement, à travers la citation que vous faites, les sciences de la gestualité sont unanimes sur le fait que le geste est accompagnateur de la parole et non pas l'inverse. Regardez, vous pouvez revoir la vidéo depuis le début. Quand je parle, je suis très souvent, en tout cas, en train d'accompagner ma parole. Certes. Et quand je fais autre chose, ça veut dire que je suis gêné. C'est possible. Et je ne suis pas en train de dire que le geste n'est pas porteur de sens. Il l'est forcément. Mais ce sens, il est à trouver chez la personne. En se posant la question, en lui posant la question sur son état interne actuel pour pouvoir faire un lien entre un geste et une émotion quelconque ou une idée quelconque. Oui, d'ailleurs, vous mentionnez que les tâtonnements de la synergologie, qui ont sur Tantora 1767 gestes, Tantora 2852, on aime bien la précision, 2600, on ne sait plus tout à fait à combien se situe le lexique non verbal de cette synergologie. Idem pour la PNL. Exactement. Tout le champ de la PNL, vous le classez dans les pseudosciences. En fait, ce n'est pas vraiment moi qui place les pseudosciences dans les pseudosciences. Oui. Ça marche de façon inverse. Et ça me permet d'expliquer un peu le processus. D'abord, il faut savoir à quel type de discours on a affaire. On peut dire qu'il y a un discours philosophique et de pensée. Ça veut dire qu'on doit aller chercher l'argumentation. Là, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Donc là, on est dans l'ordre de l'argumentation. Il y a le discours scientifique. Ça veut dire qu'il a répondu à un certain nombre d'exigences pour être publié. Absolument. Déjà. Et troisièmement, il y a le discours pseudo-scientifique. Et donc, la PNL et les 3000 autres disciplines liées au développement personnel, c'est de la pseudoscience. Oui. Pourquoi pseudoscience? Parce qu'on essaye de se donner l'image de la science, mais sans respecter les conditions de la production de la science.
Et ça, c'est ça, la première, comment dire, arnaque et la première tromperie de ces disciplines-là, de ces pseudo-disciplines. Parce que si, à la limite, si quelqu'un veut croire à la loi de l'attraction, ça c'est son problème, c'est son affaire. Mais qu'ils ne me disent pas que c'est une science. Qu'ils ne disent pas aux autres qu'il s'agit là d'une science. D'ailleurs, vous avez cette phrase magnifique, vous dites au sujet justement de ces pseudosciences, qu'elle s'affuble des oripeaux de la science pour en capter le prestige, mais sans s'embarrasser des contraintes qu'implique justement la démarche scientifique. Parce que ces contraintes, c'est quoi? C'est tout simplement essayer, pour le dire rapidement, essayer avant de produire quelque chose, de voir ce qui se passe, ce qui a déjà été produit dans le champ qu'on veut étudier. C'est le minimum. Donc avant de parler de synergologie, il faut être capable de restituer ce qui se fait dans les sciences de la communication en ce qui concerne le non-verbal. Certes. Premièrement. Donc, après ça, on doit essayer de publier quelque chose. Un article, ça commence comme ça et pas autrement. Ça commence pas à la télé, ça commence pas dans une entreprise, dans une salle de conférence, ça commence dans une revue. Donc toute personne qui se prétend scientifique, ça veut dire qu'elle a déjà publié ne serait-ce qu'un seul article sur le sujet qu'il est en train de prôner ou sur lequel il est en train de travailler. Absolument, oui. D'accord. Donc, une fois que j'ai fait cet article, il va passer chez une sorte de comité de pairs, des personnes qui sont de la même spécialité et qui vont valider mon article sur plusieurs critères de la langue, par rapport à la nouveauté, par rapport à l'expérience menée, etc. Donc, et qui vont valider et qui vont me donner le droit de publier cet article, et c'est là que je peux dire que j'ai ajouté quelque chose à la connaissance scientifique. Certes. Si on ne fait pas ça, c'est de la pseudoscience. Et on est dans le circuit d'auto-validation que vous avez Exactement, mentionné. on est dans un circuit d'auto-validation et de validation par les j'aime, validation sur Facebook et validation sur les plateaux télé, validation, etc. Le nombre de vues sur YouTube, le nombre de livres vendus, le nombre de formations données, etc., etc. Et autre prestige que cherche à capter, puisque le développement personnel ne s'embarrasse d'aucune contradiction, il se donne tantôt comme éminemment scientifique, et puis il va puiser dans les anciennes spiritualités de supposés ersatz de sagesse, et il va s'affubler des oripeaux de la philosophie, mais attention, comme c'est une philosophie à usage de masse, on va se retrouver avec des sagesses et des mantras, etc., mais d'une platitude atterrante, et on est sidéré que des phrases du type certaines, notre aimable réalisateur va en balancer certaines, mais moi je vous propose déjà celle-là pour qu'on puisse en discuter. D'accord. Ton chemin est beau, je cite un jour, tu te oui. Ton chemin est beau, ton chemin est long, il est unique et il est le tien. Mais sais-tu seulement où tu veux aller? Oui, excusez-moi. Hein. En fait, alors, ce qui est bien avec cette citation de Pascal Lardelier, elle n'est pas de lui, hein, c'est-à-dire qu'il tire ça de... Oui. Il fait beaucoup d'ironie, Pascal Lardelier. Oui. Alors, ce qui est bien avec cette citation, c'est qu'on sait exactement que le chemin est beau, qu'il est le tien, qu'il est ceci, qu'il est cela, mais on ne sait toujours pas où il mène. D'accord? Donc ça, c'est quand même une contradiction. Il faut d'abord savoir la philosophie, une bonne philosophie, devrait s'interroger sur la finalité. Oui. Et peu importe le chemin. Certes. N'est-ce pas? C'est-à-dire que le chemin, finalement, est un détail. Mais le développement personnel lui-même va dire ce que je viens de dire, va le dire autrement. Va dire que le chemin, effectivement, peut ne pas du tout être beau. Oui, il faut faire de chaque jour une aventure, oui. Exactement. Le chemin peut être très difficile, le chemin peut être très douloureux, mais tant qu'on a en tête qu'on va arriver à un objectif, où est la beauté du chemin? Certes. Dans ce genre de raisonnement. Oui, et puis il faut se fier à son feu intérieur et à... la lumière intérieure, etc., etc. Exactement. Bien sûr, évidemment, le chemin, lui, plutôt la finalité, on ne l'interroge pas puisqu'elle est évidente pour qui sait la voir, c'est celle du monde
néolibéral. C'est-à-dire que, et là, vous opérez cette jonction et on comprend en fait que l'idéologie néolibérale a sécrété l'idéologie du développement personnel comme le pommier donne des pommes. Et vous citez plusieurs analogies, notamment vous dites que le développement personnel est une Robinsonade. Hein. C'est-à-dire que c'est basé sur un individu qui vit seul au monde et qui peut se passer justement de la socialisation et qui est une sorte de Robinson tout-puissant qui va commencer à transformer son environnement par la seule force de son ingéniosité. Ce qui rejoint complètement la théorie néoclassique de la valeur marginale. On ne va pas s'étaler là-dessus, mais en revanche, ça me permet d'embrayer sur le rapport entre le développement personnel et l'entreprise. Puisque c'est aussi l'une des recettes de la bonne insertion en entreprise, c'est justement les tactiques du développement personnel. Exactement. L'entreprise, c'est le lieu par excellence où le développement personnel a été accueilli à bras ouverts. Donc, une fois que ces discours ont été produits à partir des années 90, encore une fois, en tout cas, ils se sont accentués autour des années 90. Comme par hasard, c'est autour du néolibéralisme, autour de cette fameuse phrase de Margaret Thatcher qui a décrété qu'il n'y avait plus de société sauf des individus. Donc cet individu, qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va le préparer? Donc on va laisser émerger toutes ces philosophies et pseudo-philosophies qui se concentrent sur l'individu sans jamais parler du système politique, sans jamais parler de remise en cause politique, sans jamais parler d'une action collective, etc. Donc l'entreprise ne sera pas, puisque c'est un système ouvert, ça c'est une réalité, donc ne sera pas à l'abri de ce discours-là, mais qui va faire son affaire, parce que l'entreprise ne sera plus obligée de motiver, l'entreprise ne sera plus obligée d'assumer sa responsabilité. À partir des années 80, on a institué la liberté de l'entreprise, en tout cas, encore une fois, ça s'est accentué, la liberté de l'entreprise de licencier, de virer, les plans sociaux, etc. Bel oxymore, oui. Sans rentrer dans rentrer dans tous ces détails. Donc, une fois que l'entreprise avait trouvé l'opportunité de licencier, de fermer telle ou telle antenne, de mettre au chômage 300 familles sans état d'âme, il fallait, comme d'habitude, trouver une justification à ce qu'elle était en train de faire. Oui. Les justifications vont être d'ordre divers. Par exemple, même la RH s'y est mise. La gestion des ressources humaines, en parlant des carrières autogérées. Et on a commencé à parler de comment est-ce qu'un individu, un employé, un collaborateur va gérer lui-même sa carrière. On va lui donner la liberté de gérer sa carrière en toute flexibilité, etc. Donc, et en même temps, on va utiliser le langage du développement personnel pour bannir toute souffrance de l'entreprise et pour bannir toute plainte, pour être plus précis. Absolument. Parce que grâce à la pensée positive, dès qu'un collaborateur, dès qu'un employé va se plaindre de quelque chose, on va lui dire que tu es fragile, que tu as des pensées positives, qu'ici on a besoin de pensées que tu as des pensées négatives et que nous avons besoin des pensées positives. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça sera comme Daniel Linhart a cité un bracelet électronique. C'est-à-dire qu'on vous a donné finalement les outils, le développement personnel. C'est un outil qui va faire en sorte que vous allez vous contrôler vous-même. Et une statistique dans un pays européen dont je ne dirai pas le nom, nous indique que 74% des jeunes, n'osent pas parler de leurs problèmes à leurs amis pour ne pas être taxés de personnes négatives. Donc c'est ça le désastre de la pensée positive, et c'est exactement la même chose dans l'entreprise qui espère ne plus former, ne plus prendre soin de ses employés, les virer à tout moment au nom de la flexibilité, mais puisqu'il y a cette doctrine, cette pseudo-science qu'on appelle le développement personnel, tous ces brèches seront colmatées. Oui, puisqu'un licenciement n'est plus une catastrophe, mais une nouvelle opportunité, comme le dit Jacques Welch. De transformer sa vie, d'explorer de nouveaux horizons. Peut-être que c'était ce travail-là qui le freinait et que, en le licenciant, on lui a rendu le plus beau service du monde. Exactement.
pensée positive, qui dit pensée positive, dit nécessairement psychologie positive, et on arrive à ce bon vieux Martin Seligman. Seligman, oui. Je vous laisse nous raconter un petit peu. Alors, Martin Seligman, c'est le problème dans la méthode et dans la psychologie positive, c'est que il est le fondateur de la psychologie positive. Il voulait être élu à la tête de l'APA, American Psychology Association. Donc, il voulait absolument prendre la tête de l'APA, et en même temps, il n'avait pas encore de projet, mais il avait le projet de révolutionner la psychologie. Mais une fois arrivé, donc il l'a révolutionné de manière non scientifique. Donc c'est ce que dit Eva Illouz, c'est ce que dit Edgar Cabanas, ainsi que d'autres. Hein. Ce n'est pas les seuls à critiquer la démarche de la psychologie positive. Donc il va monter un peu sur la vague du développement personnel et essayer de lui donner une assise scientifique. Mais cette assise scientifique se fait avec des interprétations totalement extensives et en extrapolant justement cette idée de réussite personnelle isolée de la société. Or qu'un scientifique ne peut jamais faire une chose pareille. Par exemple, il y a une coach ici en Algérie qui va un peu qui va surfer sur la même chose, sur les neurosciences, etc., et dire que l'estime de soi, c'est une affaire personnelle. Justement. Pourquoi ? Pourquoi c'est une affaire personnelle ? Parce qu'on a découvert, les neurosciences ont découvert, que le siège de l'estime de soi, c'est les lobes préfrontaux. Donc ça lui suffit, et ça suffit à ces gourous aussi, de dire que finalement, l'estime de soi, c'est quelque chose de très personnel. C'est comme si on disait que c'est bon, on a découvert que les poumons, c'est là le siège de la respiration, donc tout le monde peut respirer par lui-même sans être exposé à un environnement qui contient de l'oxygène. Oui. Donc elle ne s'arrête pas là, elle va dire que je vais vous donner la méthode, donc en 3 méthodes, sans citer, et bi'idnillah, toujours cette phrase qui donne un crédit encore religieux à ce genre de discours. Un alibi surtout ? Un alibi. Au cas où ça ne marcherait pas ? Et non seulement ça dégrade la science, mais ça dégrade aussi la religion et ça dégrade l'esprit en général. Cette confusion des genres, oui. Non seulement confusion, mais écoutez, même en religion, quand un hadith est daïf, on ne va pas dire bi'idnillah, vous appliquez ce hadith, vous aurez telle ou telle chose. Absolument. Donc il y a un minimum de règles qu'il faut respecter. Oui. Donc le problème avec la psychologie positive ou avec les neurosciences, c'est l'interprétation qu'on fait des expériences qui sont faites. Je suis d'accord pour que les neurosciences nous disent comment fonctionne le cerveau, quel est le siège de la mémoire, hypothétiquement, beaucoup plus que de manière très certaine, et comment fonctionnent les cerveaux. Ça, c'est la vocation première des neurosciences. Mais de là à transformer les neurosciences en une morale, en une éthique, en un discours qui dit aux gens comment il faut vivre, parce que de toute façon, vous avez un philosophe, Axel Honneth, le philosophe de la reconnaissance, sociologue et philosophe, qui dit que l'image qu'on se fait de soi, que chacun se fait de lui-même, dépend, et il dit bien dépend, ça veut dire qu'il y a une relation de dépendance. Oui, certes. Dépend d'une constante confirmation de la part des autres. Absolument. Ça veut dire qu'on ne peut se construire une image soi-même que si cette image est constamment confirmée et validée par les autres, qu'elle soit positive ou négative. Donc, si on s'arrête à des études de neurologie et à des expériences de neurologie en laboratoire, si c'est la seule discipline qui est sollicitée, bien sûr, on ne sait pas ce que nous dit la sociologie sur l'estime de soi, on ne sait pas ce que nous dit la psychologie sur l'estime de soi, et on ne sait pas ce que nous dit la philosophie sur l'estime de soi. Certes. D'ailleurs, Axel Honneth lui-même ne fait que poursuivre et enrichir la dialectique hegelienne, justement, sur le rapport interpersonnel et sur la reconnaissance entre sujets libres. Alors, on va poursuivre plus avant notre exploration du développement personnel. On a parlé justement des pseudosciences. On va aussi voir le caractère sinon sectaire, du moins pseudo-religieux de cette pratique, notamment en s'intéressant à ces gourous. Mais avant cela, on va quand même faire un petit intermède
puisque, comme d'habitude, c'est le moment de notre rubrique Les Astres, rubrique qui, ce soir, va s'intéresser à, comme d'habitude, un des monuments de notre littérature et un de nos classiques. Je vous retrouve après le jingle. Alors, ce soir, avec votre aimable autorisation, je vous propose de découvrir un ouvrage de Mouloud Mamri qui va réunir, qui a été publié aux éditions d'Al-Uthmaniya, republié évidemment par les éditions d'Al-Uthmaniya, et c'est tant mieux, et qui va réunir un essai qui s'intitule La mort absurde des Aztèques, qui va précéder une pièce de théâtre qui s'intitule Le banquet, et donc de La mort absurde des Aztèques, je vous propose cette courte mais éminemment pertinente réflexion de Mouloud Mamri qui dit « Car que le blanc le veuille ou non, sa civilisation réussit tout, excepté à le rendre heureux. Comme les Aztèques d'il y a 400 ans, et pour des motifs moins sublimes, il tient de nouveau le monde, en tout cas son monde, à bout de bras. Il n'a pas trouvé le secret d'accorder le bonheur avec l'abondance, et nous avec lui. Le travail même qui fonde ses richesses l'empêche d'en jouir. On verra pourquoi lorsqu'il est subordonné à l'entreprise, justement. On lui pèse le loisir à l'once. On le lui programme et l'enjole dans la parenthèse crochue de 15 jours l'an. On le lui vend par paquets ficelés, pasteurisés, pesés. D'avance, on a calculé ses élans. Merci la neuroscience. Ses fantaisies, qui doivent siéger quelque part dans les lobes préfrontaux ou neuro, je sais plus où. On lui inocule la ferveur à dose socialement rentable, comme le chien de Pavlov. On le dresse à baver de plaisir au signal. Laissez les hommes, ces enfants mal grandis, un instant croire qu'ils sont faits pour le jeu, la joie, l'air libre, la chaleur des hommes, la moiteur des rêves ou leur splendeur. Gavez-les d'aise étiquetée. La nausée les ramènera bientôt à la volupté morose du labeur à la chaîne. Là, du moins, ils ne sont pas acculés à l'horreur d'inventer à leurs risques et périls. On a tout prévu pour eux. Sentence sévère et discutable, mais dont les prémices sont éminemment stimulantes pour la réflexion que nous sommes en train de mener. Donc, je rappelle que l'ouvrage s'intitule La mort absurde, enfin, il est inclus dans la pièce de théâtre Le banquet, et l'essai qu'il ouvre s'intitule La mort absurde des Aztèques aux éditions d'Al-Uthmaniya. Je reviens vers vous, Monsieur Bachir Amoukalan, et je reviens à votre ouvrage En attendant d'être, s'épanouir à l'abri des idéologies du développement personnel. Vous-même, vous êtes un coach repenti et justement, vous consacrez un chapitre, vous consacrez plusieurs pages et aux coachs et aux leaders. Alors déjà, j'aimerais qu'on s'intéresse d'abord aux leaders qui nous sont donnés comme modèle d'émulation, c'est-à-dire que pour réussir, il suffit juste de faire, soi-disant, comme ceux qui ont réussi. C'est-à-dire non pas disposer d'un capital accumulé depuis des siècles, ça il faut surtout pas en parler, mais de copier-coller, de supposer habitude de ceux qui réussissent. On pense notamment aux retentissants essais de Stephen Covey, les 7 habitudes des gens qui réussissent, et ça va si loin qu'on se retrouve, tenez-vous bien, avec des MMA, et il ne s'agit pas d'arts martiaux mixtes, mais de Millionaire Mind Academy. C'est-à-dire l'esprit, une académie, alors attention, ce n'est rien de moins qu'une académie qui va étudier la manière dont pensent les millionnaires et qui vous propose de faire pareil, parce qu'en pensant comme un millionnaire, vous allez devenir un millionnaire. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est comment fonctionne cette je vais pas dire cette arnaque, peut-être que ça marche, on va voir. Oui. Mais comment fonctionne l'argumentaire qui permet de vendre l'émulation du leader, tant en entreprise que ce que vous voulez, comme le moyen de faire pareil. Comment peut-on croire qu'en imitant, soi-disant, Steve Jobs, on peut devenir le Steve Jobs de demain? On peut revenir encore une fois à Bourdieu lorsqu'il présente la société, ce genre de société en tout cas, dans lesquelles il y a une élite
qui a tout et une non-élite qui espère tout. Donc, en fait, il présente la chose comme un jeu. Il s'adosse sur le roman de Kafka, Le Procès, oui. Et il imagine donc cet avocat qui va tout le temps donner de l'espoir à un condamné, à un pré-condamné désespéré, pour qu'il lui soutire un maximum d'argent. Il va doser la chose de telle sorte à ce que non seulement il va lui dire que la situation est désastreuse, mais ne t'en fais pas, je suis là. Donc il va le faire un peu vaciller, il va le faire passer d'un état à un autre pour le maintenir, pour le cuire à point et pour le maintenir cette dépendance entre lui et son client. Donc la même chose se passe avec les leaders, parce que on va dire à tout le monde, comme je l'avais dit au départ, on va essayer de manipuler leur perception de leur chance de réussir, même si la réalité ne change pas. Et on va présenter des preuves humaines, des personnes qu'on fait passer à la télé comme étant des personnes qui ont réussi et qui vont raconter leurs histoires. Et cette histoire, avec le procédé du storytelling, n'a rien d'une histoire honnête. Oui, la fameuse success story, oui. Exactement, comme je le dis, comme je cite Jeffrey Pfeffer dans le chapitre réservé au leadership, c'est que il y a beaucoup de biais dont celui de se présenter sous le meilleur jour, qui empêche les leaders, ou ceux qu'on présente comme leaders, de parler sincèrement des choses, des bavures et des bêtises et des aides qu'ils ont pu recevoir, des magouilles qu'ils ont faites, pour arriver là où ils sont. Et on a vécu en Algérie, très récemment, on a vécu tout ça. Oui, et vous parlez d'ailleurs de cognition motivée. Exactement, le concept de cognition motivée qui pousse chacun de nous à se présenter sous le meilleur jour. Sinon, si on fait pas ça, on va tomber dans d'autres pathologies. Justement, mais c'est un besoin vital pour l'être humain que de bien se présenter. Mais une fois que les médias nous gonfle, une fois que tout le monde parle de leaders et d'entrepreneurs, etc., et disent que c'est les leaders de la société, donc ceux qui ont l'ego le plus fragile, c'est ceux qui vont le plus s'abreuver de ce langage-là. Mais même au niveau académique, Mintzberg a consacré l'idée que pour être un bon manager, il faut observer, et donc absorber aussi ce que font les dirigeants. Et Exactement. Donc on va proposer à l'émulation de l'aspirant manager le storytelling des prédécesseurs. Exactement. Et là, le professeur Omar Aktouf va consacrer une critique absolument formidable et incisive à Mintzberg, en disant que si on veut savoir quel est l'impact du management, il faut aller vers ceux qui subissent le management. Il faut aller poser la question aux employés pour savoir quel genre de leader et telle ou telle personne. N'allez pas lui poser la question, allez poser la question à ses employés. Vous allez voir que ceux qu'on nous montre à la télé, ou dans les hagiographies qu'on publie par-ci par-là, vous allez voir comment ils sont perçus par leurs employés, et posez-vous la question pourquoi leurs employés les décrivent de cette façon. Absolument. Et on peut se poser la question, c'est-à-dire il est consacré dans les sciences sociales que de même qu'on ne croit pas un individu sur ce qu'il dit de lui-même, on ne croit pas les groupes sociaux sur l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Comment cette quasi-évidence consacrée par les sciences sociales est devenue n'est plus visible, et puis surtout comment résoudre la contradiction de présenter d'une part le leader comme un véritable hyperion, c'est quasiment un démiurge, un être tout puissant, un génie, c'est voilà, l'espoir de la société, c'est la fleur, c'est la crème de l'humanité, et en même temps on vous dit mais il suffit de faire pareil. Exactement. Et comme si qu'il n'y avait aucune condition sociale ou d'héritage, ou héritage en matière de capital matériel ou capital symbolique ou réseau, tout ce dont parle Bourdieu, tout ce dont parlent les différentes philosophies. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que, par exemple, dans les pays de l'OCDE, pour passer d'un état de chômeur à un état de salarié moyen, il faut 6 générations. 6 générations dans les pays de l'OCDE. Donc imaginez, ça veut dire... Dits développés, oui. Voilà, les pays dits développés. Ça veut dire qu'il y a toujours des facteurs
que le développement personnel ignore complètement. Ou qu'il se propose de griller carrément. Exactement, parce que c'est clair, il y a cette histoire de Anthony Robbins qui va accueillir chez lui un sans-abri, oui, qui va lui faire raconter sa vie, non pas pour créer une quelconque compassion ou une empathie, mais pour dire à tous les autres, s'il est arrivé là, c'est qu'il a mal interprété toutes les situations et toutes les crises qu'il a vécues, situations familiales et autres. Oui. Donc c'est pour dire aux autres, il l'a plus utilisé comme un repoussoir, comme un épouvantail, pour dire que, attention, si vous ne faites pas de ce qu'il faut, si vous ne m'écoutez pas, vous allez finir comme celui-ci. Exactement. Sans dire, bien sûr, et sans s'encombrer, de répondre à la question, mais comment aider celui-ci? Comment créer une société qui ne crée plus autant d'SDF et de... Mais ça, ce n'est pas son propos, d'où le livre d'ailleurs qu'il a écrit, I'm Not Your Guru. Bon, belle négation de l'évidence. Alors, on arrive au terme de notre émission. L'entretien est très passionnant, mais hélas, comme toutes les belles choses, il faut conclure. Dernière question, d'ailleurs très récurrente lorsqu'on propose un ouvrage critique. D'accord, on critique. Quelle alternative au développement personnel? D'autant plus qu'il a pignon sur rue et navré pour les libraires qui nous regardent. C'est vrai que ça représente le principal, la principale portion de leur chiffre d'affaires. Donc navré si on a un petit peu sabordé ça. Quelle alternative, Monsieur Bachir Al-Moukran? D'abord l'alternative, vous savez, dès que on commence à critiquer quelque chose, le système capitaliste, néolibéral ou le développement personnel, c'est toujours la question qu'on nous pose, en croyant que celui qui critique, c'est lui qui doit apporter la critique. Or que l'alternative, oui, qui doit apporter la solution. Pardon, oui. Donc moi, je m'inscris dans cette philosophie de l'école de Francfort qui revendique une critique radicale. Le droit à la critique radicale sans donner de solution. Pourquoi? Parce que d'abord, chacun fait ce qu'il veut. C'est à chacun d'essayer de comprendre et de trouver une alternative à son propre développement personnel. Et deuxièmement, une fois que j'aurai proposé une alternative, ça veut dire que j'ai maintenu le système développement personnel. Oui, qui d'ailleurs n'a rien de personnel puisqu'il est proposé à tout le monde en même temps. Exactement, c'est un conformisme. Et donc, qui se donne pour liberté, là aussi c'est ce que vous avez écrit dans votre ouvrage. Si on veut parler d'épanouissement et non pas de développement personnel, parce que quand on utilise un mot, on devient prisonnier de ce mot. Oui, et des représentations qui exactement, et on ne peut pas y échapper. Donc moi, je parle d'épanouissement. L'épanouissement se fait à travers la connaissance, se fait à travers la création de conditions idéales pour cet épanouissement, tel qu'il soit, à travers les relations humaines, à travers la solidarité, à travers l'aide. Donc c'est l'alternative que je propose au développement personnel. Eh bien, en attendant d'être, s'épanouir à l'abri des idéologies du développement personnel, magnifique ouvrage de M. Bachir Al-Moukran, passionnant à lire, éminemment accessible et richement documenté. Merci infiniment, M. Bachir Al-Moukran, d'avoir été parmi nous. Excellente soirée à vous et excellente soirée à vous, mes chers compatriotes, en compagnie des programmes de Canal Algérie. À bientôt.